Lundi 19 août 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et nouvelle semaine. À l'œil de l'actualité de ce jour, une réussite diplomatique, c'est ce qui résume les étapes diplomatiques effectuées par Madagascar à travers le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, en peu de temps, entre autres au niveau du continent africain. Parmi les plus grandes avancées, l'élection de Madagascar à la tête de la SADC pour le mandat de 2025. Le président Andry Rajoelina est le premier Malagasy à la tête de cette organisation de la SADC. C'est également une réussite diplomatique pour Madagascar d'avoir été élu secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, ou COI, d'avoir été choisi vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi d'avoir un candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Reportage signé Natera Goutmeuf et Sech Andjianab. La diplomatie de Madagascar a pris un bel essor en peu de temps car de nombreuses étapes ont été franchies pour les intérêts du pays et du peuple malagasy. Parmi ces étapes, la réussite diplomatique au niveau du continent africain à travers la nomination du chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, comme président de la SADC pour un mandat de 12 mois en 2025. Durant 20 ans, soit depuis 2005, Madagascar a été membre de la SADC, mais c'est la première fois qu'un président malgache prend les rênes de la SADC et surtout, Madagascar intègre la Troïka, qui est une structure décisionnaire ayant un rôle majeur dans la SADC. Tout cela constitue un tournant important pour l'histoire de Madagascar. Parmi les grands pas dans la diplomatie malgache figure également la visite officielle effectuée le mois dernier par le président Andry Rajoelina dans différents pays africains et l'un des points particuliers a été la confirmation par document officiel de la coopération et de la relation avec l'Angola qui n'avait jamais existé auparavant. En ce qui concerne l'océan Indien, Madagascar accueillera en décembre la 5e édition du sommet de la Commission de l'océan Indien au COI grâce à l'élection de l'ancien ministre Edgar Azafanjava en tant que secrétaire général de la COI. Madagascar sera également vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York en septembre. Par ailleurs, Madagascar dispose d'un candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, dont Madagascar a été parmi les fondateurs, un candidat en la personne de Richard Ndjimanjant, ancien responsable au niveau de la COMESA depuis 12 ans et ayant déjà occupé des postes de ministre. Ce dernier a des connaissances particulières de l'Afrique, raison pour laquelle il a été choisi comme candidat, d'après la ministre des Affaires étrangères, Rassat Arafarvavtaf, aujourd'hui devant la presse, pour présenter ses avancées majeures dans la diplomatie malgache. La ministre des Affaires étrangères a également apporté des informations sur l'AGOA. Elle a indiqué que les travaux au sein de l'AGOA ont progressé et que le nombre de produits que Madagascar peut exporter vers le marché américain est ainsi passé à 4. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères a réitéré que Madagascar est déjà prêt depuis 2020 dans tous les domaines, techniquement et au niveau des infrastructures, pour accueillir les différents sommets. Et le plus proche est le sommet de la Commission de l'océan Indien au COI en décembre. Madagascar se prépare également à accueillir le 45e sommet de la SADC qui coïncide avec les visites d'État des différents présidents qui ont reçu une invitation spéciale du président malgache Andry Rajoelina. Et lors de son visite à Harare au Zimbabwe, le président de la République Andry Rajoelina a également visité la société Bison Agro Machinery, cette société qui œuvre dans la fabrication d'équipements agricoles. Le Zimbabwe est un pays dont l'économie dépend de l'agriculture et cette visite qui a également clos le voyage du président Andry Rajoelina au Zimbabwe. Plus de détails avec Judicaël Rangenirin et Raslu Formanen et Andou Radjabi. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, divers camions à bennes basculantes, des véhicules spéciaux, tels sont entre autres les équipements agricoles fabriqués par Bison Agro Machinery au Zimbabwe. Cette société spécialisée dans la fabrication d'équipements agricoles produit jusqu'à 2500 de machines actuellement. Elle possède sa position particulière dans l'agriculture qui fournit 60% des matières premières des entreprises locales. Un exemple en est l'équipement utilisé pour récolter le blé et le maïs. Cette société zimbabwéenne produit des machines capables de récolter jusqu'à 1000 tonnes par hectare en une seule saison. Le président Andry Rajoelina s'est également rendu à l'usine Bison Agro Machinery lors de son voyage à Zimbabwe. Le président malagasy voit en Bison Agro un partenaire potentiel pour la modernisation du secteur agricole à Madagascar, avec pour objectif de redonner au pays son statut de grenier de l'océan Indien et également d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar.
Des partages d'expériences entre Madagascar et le Zimbabwe en matière agricole se sont tenus auparavant, comme l'envoi des agriculteurs malgaches au Zimbabwe pour y suivre une formation à la méthode agricole Fumfuza. Et pour ce qui est de la stratégie de promotion de l'agriculture malgache, le gouvernement envisage l'utilisation des machines professionnelles, comme celles fabriquées par Bison Machinerie. Cela permettra ainsi l'augmentation de la productivité. En santé, la variole du singe, une maladie qui fait ravage actuellement en RDC et dont quelques pays d'Afrique à surveiller de près en effet. Elle est susceptible de se propager partout dans le monde. Selon l'OMS, le 14 août dernier, la variole du singe est contagieuse et peut être mortelle, mais cependant, elle peut être traitée. Aucune personne porteuse de cette maladie n'a encore été détectée sur le territoire malgache jusqu'à présent et des mesures sont déjà prises par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique pour éviter la propagation de la variole du singe dans le pays. Plus de détails avec Radou Ramananzatou. La variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus appelé orthopoxvirus. La variole du singe peut se transmettre par contact entre personnes ou entre personnes et animaux, par morsure et égratignure. Depuis quelques semaines, la variole du singe fait des ravages en République démocratique du Congo et dans certains pays d'Afrique comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Cette maladie virale, transmise par les animaux sauvages, suscite une grande inquiétude au sein de l'OMS. Et face à cette menace grandissante, le gouvernement malgache a pris des mesures préventives pour éviter la propagation de la variole du singe dans le pays. Selon le ministère de la Santé publique, aucune personne porteuse de cette maladie n'a été détectée sur le territoire malgache jusqu'à présent. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de prendre des précautions pour se protéger. Madagascar a mis en place une stratégie de prévention et de lutte contre le monkeypox depuis 2022. Des mesures telles que le renforcement des gestes barrières aux frontières, la désinfection des bagages à main et la surveillance des voyageurs arrivant dans le pays ont été mises en place pour protéger la population. En outre, parmi les recommandations du ministère de la Santé publique, on retrouve le respect d'une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, le port des masques de protection, ainsi que le lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Ces gestes simples peuvent contribuer à limiter la transmission de la maladie et à protéger la population. Ainsi, il est important de rester vigilant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie mortelle. Dans un tout autre sujet, 1600 ménages dans le premier arrondissement ont bénéficié des aides émanant du gouvernement. De telles distributions prouvent que le gouvernement accorde toujours une importance particulière au volet social de la population d'après ses bénéficiaires. Les 6 arrondissements de la capitale recevront leur part selon toujours les informations. Le reportage est signé Sylvain et Sech Adjanabou. La distribution de vaccins se poursuit dans la capitale. Un programme initié par le gouvernement afin de venir en aide aux plus nécessiteux et vulnérables. 1600 ménages vulnérables, dont 13 des 44 Fukuntan qui composent le premier arrondissement, ont bénéficié en premier de ces aides. La distribution se poursuivra chaque week-end afin que nul ne soit oublié, selon le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Ndjiamanour. Ainsi, ce dernier procède à la réalisation des promesses faites à la population du premier arrondissement. Par ailleurs, la réalisation d'infrastructures et des activités sociales qui répondent aux besoins de la population figure parmi les tâches prioritaires selon toujours les informations. Poursuivons dans la partie nord de Madagascar, la prison de Nosy-Be compte actuellement plus de 300 détenus et 24 d'entre eux sont des femmes et il y a aussi des enfants. Maman Olga Radziwiłł, la mère du président de la République, leur a apporté des aides en fin de semaine et les a également reconfortés. Reportage de Fadjé Sélémiré sous les images de Yves Janel. La prison de Nosy-Be compte actuellement au total 334 détenus. 24 d'entre eux sont des femmes et 9 des enfants. Ils ont des droits comme tous les autres et ont besoin de réconfort et de prières. En fin de semaine, maman Olga Radziwiłł, la mère du président de la République, est venue leur rendre visite pour les réconforter, pour leur donner de l'espoir étant donné les difficultés auxquelles ils font face. Les détenus, pour leur part, ont déclaré que cette visite leur a donné une grande force. Les prisonniers ne sont pas seuls dans le combat difficile qu'ils traversent, car maman Olga Radziwiłł continue de prier pour eux.
Et lors de cette visite, elle leur a également remis des aides, du riz, de l'huile et divers produits de première nécessité, ainsi que de repas chauds. Par ailleurs, les infrastructures médicales au sein de la prison de Nosy-Be ne correspondent plus aux effectifs des détenus. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à Momo Olga afin qu'ils puissent bénéficier des soins de santé de qualité. Actualité sportive pour continuer, la compétition nationale ASIEF qui s'est tenue à Tirabé pendant 2 semaines s'est achevée hier. L'objectif de ce championnat a été atteint d'après les organisateurs, qui est la solidarité entre tous les fonctionnaires. Le ministère des Forces armées a remporté le plus de médailles, suivi du ministère de la Santé publique et du ministère de l'Éducation nationale en 3e position. Jameson Regenerman, Viva à Tirabé. Le championnat national de l'ASIEF qui s'est tenu à Tirabé pendant 2 semaines s'est achevé hier. Environ 13 000 fonctionnaires issus de différentes institutions gouvernementales et ministères y ont participé. L'objectif a été atteint, selon les organisateurs, qui est de renforcer la solidarité de tous les fonctionnaires. Les organisateurs se disent également satisfaits et malgré les problèmes mineurs, ils ont essayé de toujours trouver des solutions à travers des dialogues. 17 disciplines ont été au programme lors de ce championnat national de l'ASIEF. Le ministère des Forces armées a remporté le plus de médailles avec 69 médailles d'or, 48 médailles d'argent et 31 médailles de bronze. Suivi de près par le ministère de la Santé publique, 33 médailles d'or, 24 d'argent et 16 de bronze. Le ministère de l'Éducation nationale, 3e place, avec 25 médailles d'or, 27 médailles d'argent et 15 médailles de bronze. La cérémonie de clôture, de remise de trophées et de médailles a eu lieu hier au stade couvert Pistevat Foot. La prochaine édition de l'ASIEF nationale 2025 se tiendra à Mahadzang, selon les informations. Ensuite, le disciple FC de Madagascar et Orlando Pirates d'Afrique du Sud se sont séparés sur un score nul et vierge à l'issue du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique qui s'est tenue au complexe sportif Coq d'Or de Maurice en fin de semaine. Par ailleurs, l'Elgeco Plus, pour sa part, affrontera également le tour préliminaire de la Coupe de la CAF le mercredi 21 août. Anzar Razonaville. Le disciple FC, dernier champion de Madagascar, vêtu de rouge, affronté au match aller du premier tour préliminaire dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, l'équipe Orlando Pirates d'Afrique du Sud, au stade Côte d'Or Maurice, qui a été choisi par les disciples FC pour recevoir son adversaire pour ce match aller. Orlando Pirates, qui est une équipe qui a déjà sa réputation en Afrique. Le disciple FC, pour sa part, a affronté pour la première fois une compétition africaine, mais a réussi à obtenir un score nul et vierge face à cette grande équipe d'Afrique. Le match retour se jouera au Orlando Pirates Stadium en Afrique du Sud le 23 août prochain. Par ailleurs, l'Elgeco Plus affrontera également le match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine le 21 août en Angola contre l'équipe de CD Luanda Sul de l'Angola et le match retour le 25 août, toujours en Angola d'après ce qui a été décidé par l'équipe malgache. Passons à présent aux actualités internationales. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, pour une visite d'État de 2 jours aux côtés de son homologue Ilham Aliyev sur le terrain. Kiev a affirmé dimanche 18 août avoir frappé un 2e pont stratégique pour les forces de Moscou dans la région russe de Koursk, compliquant l'acheminement de renforts russes. Et en réponse, l'armée de Moscou a mené des frappes de l'autre côté de la frontière sur le village ukrainien de Bilopilia. France 24. Cette femme est en état de choc. La petite ville ukrainienne de Bilopilia, située à 7 km de la frontière, a été visée dimanche par des frappes russes. Elles ont détruit des infrastructures civiles et tué un habitant. Elles sont une riposte à l'offensive ukrainienne qui continue d'avancer en territoire russe. À 6 h aujourd'hui, il y a eu 2 frappes. L'une d'entre elles a touché la tour de télévision et l'autre, comme vous pouvez le voir, a touché directement l'immeuble résidentiel où vivait une famille, un père et sa fille. De l'autre côté de la frontière, dans la région de Koursk, Kiev a revendiqué dimanche la destruction d'un 2e pont en 2 jours, une démolition qui complique l'approvisionnement des troupes russes dans cette zone. C'est désormais notre tâche principale dans les opérations défensives en général. Détruire autant que possible le potentiel de guerre russe et mener un maximum d'actions contre-offensives.
Cela comprend la création d'une zone tampon sur le territoire de l'agresseur. Cette offensive inédite des forces ukrainiennes leur permet d'éloigner les possibilités de bombarder le territoire ukrainien depuis la Russie, qui subit la première invasion d'une armée étrangère sur son sol depuis 1945. De son côté, Moscou dit poursuivre son avancée sur le front sud en direction de la ville de Pokrovsk. La conquête territoriale ukrainienne dans la région de Koursk pourrait aussi servir de monnaie d'échange lors de futures négociations. Aux États-Unis, en 4 semaines, Kamala Harris a réussi à insuffler un nouvel élan à la campagne démocrate. Kamala Harris, soutenue par Joe Biden pour devenir la nouvelle candidate démocrate à l'élection de novembre, est en tournée en Pennsylvanie, un swing state de l'Est des États-Unis. La vice-présidente américaine rejoindra lundi Chicago pour une convention d'investiture sous haute sécurité. Reportage signé France 24. Elle a réussi en l'espace de 4 semaines à insuffler un nouvel élan à la campagne des démocrates. Kamala Harris suscite un enthousiasme quasi inédit dans ses meetings et sondage après sondage chez les électeurs américains. Après une tournée en bus en Pennsylvanie aux côtés de son colistier, la vice-présidente embarque pour Chicago où l'attend la convention démocrate. 3 jours pendant lesquels quelques 50 000 personnes, délégués, bénévoles et partisans vont célébrer le nouveau ticket qu'elle forme avec Tim Walz. Cette convention sera l'occasion pour les démocrates de vraiment la caractériser. Nous allons beaucoup entendre parler de cela. Qui est Kamala Harris et qui est Tim Walz? Et c'est vraiment important, surtout pour les électeurs indécis à l'approche du scrutin. Souvent, ce sont les traits de personnalité des candidats qui aident les électeurs à se décider. Jusqu'ici, c'est un sans faute pour Kamala Harris. La démocrate de 59 ans a réussi à s'extraire de l'ombre de Joe Biden, à libérer l'énergie des militants, tout en évitant les pièges et provocations de son rival Donald Trump. Sa mise sur orbite fulgurante s'est aussi faite grâce au soutien des caciques de son camp, Obama, Biden et les Clinton, qui prendront tour à tour la parole pendant la convention. Les anciens présidents veilleront à ne pas éclipser celle qu'ils veulent voir devenir la prochaine présidente démocrate. Mais je pense aussi que cela envoie un message sur l'unité du parti. Cette remarquable unité qui s'est formée autour de Kamala Harris en tant que candidate à la présidentielle. La candidate devra néanmoins surmonter son bilan très mitigé en matière d'immigration irrégulière, un dossier sur lequel elle a multiplié les maladresses pendant 4 ans. La vice-présidente devra aussi assumer et défendre le bilan de Joe Biden à sa place, un bilan que de nombreux Américains désapprouvent. En acceptant formellement l'investiture démocrate, Kamala Harris s'adressera au peuple américain le 22 août, afin de lui proposer un récit personnel et une vision pour les États-Unis. Et en France, pour terminer cette édition, le feu de forêt qui a brûlé 320 hectares entre Gigan et Frontignan dimanche est désormais fixé. Lundi 19 août au matin, le préfet assure qu'il n'y a pas de blessés et pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas établie. Dimanche, une quinzaine de personnes ont été évacuées de manière préventive et 600 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. France 24. Un massif ravagé en quelques heures par les flammes. Plus de 300 hectares ont brûlé dans cet incendie, parti en milieu d'après-midi de la commune de Gigan. 600 pompiers sont mobilisés au sol, dont des renforts venus des Bouches-du-Rhône, des effectifs épaulés par d'importants moyens aériens. Pour venir à bout des flammes, les Canadair multiplient les largages, 150 au total. La force du vent rend la situation imprévisible alors que l'incendie se dirige vers la commune de Frontignan. Avec la vitesse de propagation du vent et la vitesse de propagation de l'incendie, on est obligé de se repositionner très régulièrement et faire en sorte, en tout cas pour l'instant, ce qu'on arrive à gagner, c'est qu'ils ne s'élargissent pas. On arrive à protéger une grande partie du massif. Maintenant, ce sont les habitations devant sur Frontignan. Une quinzaine de personnes a été évacuée et recueillies dans un gymnase de Frontignan. Cette nuit, un deuxième incendie s'est déclaré à Nissan-les-Ensérunes, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Gigan. 40 hectares ont brûlé et 200 pompiers sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place à midi.
Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.